lundi 12 décembre 2022. Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est un plaisir d'être avec vous ce matin sur les antennes de For You Media Africa dans le cadre de votre programme quotidien. On remue l'actu après un week-end, je veux dire un week-end peut-être magnifique pour certaines personnes et pour d'autres peut-être triste. Nous sommes de retour pour vous donner la bonne humeur comme toujours de lundi à vendredi sur les antennes de For You Media Africa. Le sujet aujourd'hui, nous aurons deux sujets sur la table. Le premier nous conduira en Côte d'Ivoire, France. Catherine Colonna, ministre française des Affaires étrangères, qui était du côté d'Abidjan ce week-end et durant son séjour à Abidjan, elle a dénoncé le sentiment anti-français. Le second sujet nous conduira en Guinée-Conakry et aux États-Unis, à Washington, sanctionne Alpha Condé pour des violations des droits humains. On en parlera tout au long de cette émission avec peut-être notre consultant permanent, M. Noubissi Wafo. On en parlera également avec mes collaborateurs qui sont déjà sur ce plateau et que je vais présenter tout de suite en commençant par le seul coq de la basse-cour. Comment habitez, bonjour. Bonjour, Mamouto. Bonjour à tous ceux qui nous regardent à l'instant. Bonjour à l'Afrique. Bonjour aux Ivoiriens. Bonjour. Bref, bonjour à tout le monde entier. C'est un réel plaisir de vous retrouver dans le cadre de cette émission Remue l'actualité, édition du 12 décembre 2022. Nous sommes donc à Jugy, moins 2 semaines de fête de Nouvel An. Fin d'année, Noël, Nouvel An. Voilà, on espère que tous ceux qui sont encore... Il y a les préparatifs, tu t'en sors bien, oui. Ça se passe bien. Oui, les préparatifs, on se bat comme on peut, bien évidemment, on le sait très bien. Les enfants sont déjà équipés. Oui, bien équipés, on le sait. Mais bon, quand il y a les moyens, alors le reste suit. Donc, quand c'est pas encore opérationnel, c'est-à-dire financièrement, on attend. Et puis, on s'est dit simplement que d'ici à là, il y aura une suite favorable concernant donc les jouets des enfants. Mais quand cela ne tient les Mamouto, aujourd'hui, on va parler de quelque chose de très très important, puisque nous sommes une chaîne panafricaine. On va donc parler de cette actualité panafricaine, bien sûr. Il s'agit des African Awards qui se tiennent donc ici, Awards, qui se tiennent donc ici au Cameroun, dans la capitale donc économique, Douala, principalement dans un quartier résidentiel qu'on appelle Bonanjo, ou alors c'est là où les hommes, les gens qu'on appelle aujourd'hui des panafricanistes, les grands panafricains, sont donc en train de débattre. De toutes les façons, on va revenir là-dessus au cours de cette émission et puis on va vous donner le compte rendu donc, de tout ce qui se passe là-bas. Dans le cadre de l'info du jour. Tout à fait. Depuis le 10 décembre et on rappelle simplement que ça s'achève le 15 décembre prochain, c'est-à-dire dans 72 heures exactement, Emmanuel. Merci. Comme habité, elle est également sur ce plateau, Dame Kouetchou. Bonjour. Bonjour Ronto, bonjour Convabité, bonjour également à nos nombreux téléspectateurs. Bon lundi à tous et bien sûr bien de bon début de semaine. On remue l'actualité et on prend les mêmes et on recommence avec le même plaisir. On espère que vous également vous êtes les mêmes, voire encore plus, à nous retrouver ce matin dans le cadre de cette émission. Le week-end, il a été pas du tout reposant, pas du tout reposant, j'ai pas dit pas du tout bien, mais voilà, disons un week-end des plus mouvementés et du fait qu'on soit en fin d'année, il faut avouer qu'il y a beaucoup de remous quand même dans les villes et ça se remue beaucoup. Du coup, on a remué le week-end, on a remué en semaine et on remue encore une nouvelle semaine. L'actualité, c'est voilà. Merci Kouetchou. Mesdames, Messieurs, à présent, l'essentiel de ce que vous êtes censés savoir, le premier sujet du jour. Le premier sujet du jour, je vous l'ai dit, nous conduit en Côte d'Ivoire, notamment Catherine Colonna, la ministre française des Affaires étrangères qui s'est rendue en Côte d'Ivoire ce week-end et durant son séjour, elle a dénoncé un sentiment anti-français. Eh bien, la ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, était en visite officielle en Côte d'Ivoire après avoir rencontré vendredi 9 décembre 2022 le président Alassane Ouattara et s'est rendu dans la commune de Yopougon à Abidjan pour échanger avec des personnalités issues de la société civile tirées sur le volet. Cela alors que le thème du désamour entre les populations africaines et la France augmente. Catherine Colonna a exhorté la population ivoirienne à ne pas se laisser manipuler par la propagande russe et qui nourrit un sentiment anti-français en Afrique. Elle a martelé que la France était disposée à poursuivre son soutien en faveur de la prospérité
prospérité du pays et de l'inclusion des jeunes qu'elle a qualifiée d'ambitieuse et de talentueuse. La France a récemment décidé de se doter d'une stratégie d'influence pour promouvoir son action et contrer ces narratifs hostiles dans une région où elle est par ailleurs en train de réfléchir au redimensionnement et à la réduction de son empreinte militaire tout en continuant de collaborer avec plusieurs pays de la région dans leur combat contre les groupes djihadistes. Catherine Colonna a ainsi abordé la question d'influence russe en Afrique de l'Ouest en revenant sur le dernier coup d'État au Burkina Faso. Quelques jours après le coup d'État, des manifestants avaient en effet brandi des drapeaux russes et crié des slogans à la gloire de Moscou dans des rassemblements. Ce qu'il s'est passé au Burkina Faso avec l'apparition des drapeaux russes doit nous interpeller, a affirmé la ministre. On ne veut pas que ce même schéma, celui du Mali, se reproduise au Burkina Faso, a-t-elle par ailleurs déclaré. En revanche, Catherine Colonna a salué la trajectoire d'émergence de la Côte d'Ivoire qui semble pour l'heure moins perméable au risque d'instabilité politique. La Côte d'Ivoire va mieux. L'enjeu est de garder cette dynamique de progrès et de mieux diffuser dans l'ensemble du pays cette dynamique de développement. Nous sommes là pour aider la Côte d'Ivoire à continuer dans ses progrès remarquables, a-t-elle assuré la ministre française des Affaires étrangères. Madame, Monsieur, voilà qui fait l'objet de notre premier sujet de ce jour. Et vous, téléspectateurs et internautes, vous pouvez participer à cette thématique, notamment sur notre page Facebook FOYU Média Africa. Vous laissez vos différents messages par rapport à la thématique, bien sûr. À la fin de l'émission, Kumabité aura le plaisir de lire tous vos messages apparus durant toute l'émission. Avant peut-être de prendre le consultant permanent, M. Noubessi Wafo, je vais m'adresser à vous, Kumabité, Catherine Colonna, ministre française des Affaires étrangères, lors de sa visite en Côte d'Ivoire, a dénoncé un sentiment anti-français. Est-ce que la France ne reconnaît pas son incapacité à pouvoir améliorer ses relations avec les pays africains? Pourquoi mettre la Russie devant? Parce qu'elle a affirmé que la Russie est responsable de désinformation et c'est la Russie qui fait en sorte qu'on remarque ce sentiment anti-français. Eh bien, vous savez, quand on est en guerre, tous les moyens sont bons pour remporter la bataille. Et quand on parle donc de cette bataille, il s'agit principalement de la bataille entre la Russie et l'Union européenne. Justement, quand on parle de l'Union européenne, on fait allusion à la France et aux autres pays membres de l'Union européenne qui sont donc en train de combattre la Russie. Et quand on sait qu'il y a quand même cette invasion russe en Ukraine, voilà un premier pan. C'est-à-dire que on sait que la Russie est sur tous les côtés et on sait que l'Union européenne est sur tous les côtés. Maintenant, quand on revient en Afrique, on se rend simplement compte que la Russie n'a jamais colonisé un pays africain. Et puisque la Russie n'a jamais colonisé un pays africain, la Russie et l'Afrique sont en train de signer ou alors de nouer des partenariats ou alors des relations diplomatiques un peu plus amicales. C'est-à-dire que on voit quand même des relations entre la Russie et les pays africains qui sont en marge quand même de donner quelque chose de positif. Et à un moment donné, même si on sait que, même si les Africains savent quand même que du côté géopolitique, tout n'est jamais à 100% réussi, c'est-à-dire que quand on parle de relations internationales, on parle ici du profit d'un pays à l'autre. Mais maintenant, même si c'est le cas peut-être de la Russie, on sait quand même que la Russie quand même donne la possibilité aux Africains, ou alors donne la latitude aux Africains de pouvoir mieux s'exprimer dans la dirigeance ou alors dans l'épanouissement de leur politique. La preuve, quand on regarde par exemple en Centrafrique, on sait, la Centrafrique aujourd'hui est un pays qui commence à être fort parce que à un moment donné, la Centrafrique est soutenue par la Russie. Et la Russie donne du poids à la Centrafrique. C'est-à-dire que la Centrafrique aujourd'hui est un pays qui est protégé par la Russie. Et on constate simplement que la Russie est sur tous les plans. Quand on arrive au Mali,
on fait le même constat. Et on se dit simplement que, vous avez vu, le Mali a demandé de l'aide à la Russie, automatiquement la Russie a répliqué, la Russie a donné une réponse favorable. La preuve, on a eu une cargaison, alors une livraison d'armes ou alors d'engins militaires pour pouvoir lutter contre le terrorisme de ce côté-là, chose qui est déjà une évolution de ce côté-là. Maintenant, quand on regarde au niveau au niveau peut-être des produits alimentaires, on se rend compte quand même que le blé qui est produit dans cette partie du monde-là, la Russie quand même essaye de favoriser ou alors d'encourager les pays africains dans un développement de mieux-être, et c'est ce que les Africains recherchent. Par contre, l'Occident ou alors l'Europe, il y a de cela 30 ans, 50 ans, n'a toujours pas fait l'unanimité. C'est-à-dire qu'on s'est toujours rendu compte que l'Europe a toujours été ce pays, ce continent-là qui, ma foi, a pillé ou alors continue de piller les ressources en Afrique sans toutefois apporter une aide. Quand on parle d'aide diplomatique ou alors quand on parle d'aide volontaire, c'est-à-dire sans toutefois avoir des arrière-pensées. Mais on se rend compte que quand on regarde l'Europe aujourd'hui, si l'Europe vous donne 200 millions d'euros, ils vont prendre chez vous peut-être 800 millions d'euros. Donc, du coup, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que quand l'Occident décide de vous faire des dons, c'est parce qu'en réalité, ils savent qu'ils vont récupérer cela, voire le quadruple de ce qu'ils sont en train de vous donner. Et c'est ce que l'Afrique a compris aujourd'hui. L'Afrique a compris qu'en réalité, on n'est plus là pour se faire berner. Si, il va falloir qu'on on signe des conventions avec un pays, même si c'est le diable, on va pouvoir signer, on va préférer signer des pactes avec le diable. Pourquoi? Parce qu'on veut quand même un mieux-être des populations de notre côté. Alors si la Russie est un côté fort, si la Russie est une équation positive dans ce côté-là, une équation à une seule inconnue de ce côté-là, alors vaudrait mieux donc signer ce partenariat-là que d'avoir une équation à double inconnue, c'est-à-dire qu'on ne sait pas, on ne connaît pas où ça va commencer ou alors où ça va finir. Donc, du coup, voilà pourquoi les peuples africains sont beaucoup plus en train d'encourager la Russie qui, à ma foi, la preuve, quand on regarde aussi les relations entre l'Afrique et la Russie, aujourd'hui, on se rend compte que Vladimir Poutine est plus rapproché ou alors est plus attaché aux Africains. La preuve, quand il reçoit un chef d'État africain, c'est franchement, c'est beaucoup plus cordial. On remarque quand même un rapprochement. C'est-à-dire qu'il donne beaucoup plus d'opportunités ou alors de facilité ou alors de possibilités aux pays africains parce qu'ils croient en l'Afrique. Et si vous voyez, la dernière fois j'ai parlé dans ce studio où j'ai dit, quand on regarde la Russie aujourd'hui, on regarde l'Asie, on regarde l'Afrique, on voit un triangle qui, ma foi, sera très très soudé dans les années à venir. Parce que quand on parle de l'Asie, on parle de la Chine. Et on sait très bien que la Chine est l'alliée de la Russie. Et on sait très bien que l'Afrique aussi, la Russie couvre l'Afrique de l'autre côté. Donc, du coup, et l'Europe de l'autre côté se rend compte que elle est en train de perdre déjà ses forces, que ce soit militaires, que ce soit stratégique même déjà. Et du coup, voilà, ça arrive comme ça arrive là où on voit un ministre qui est en train de revenir sur cette affaire de sentiments anti-français. Vous voyez, et vous allez vous rendre compte qu'à chaque fois qu'un membre du gouvernement français ou alors de l'Europe se déplace, il y a toujours le drapeau de l'Union européenne. C'est-à-dire que c'est simplement pour dire que je ne parle pas simplement en tant que Français, je parle en tant que membre de l'Union européenne. C'est-à-dire que, parce que vous allez toujours voir, si la diffusion nous remet les images, vous allez toujours voir qu'il y a toujours le drapeau de l'Union européenne. C'est-à-dire que je ne peux pas me déplacer je ne peux pas me déplacer pour rien. En me déplaçant, il faut toujours que j'ai les propos de l'Union européenne, parce que c'est l'Union européenne en réalité qui m'envoie. Donc, du coup, Catherine aujourd'hui peut dire ce qu'elle peut dire. Vous voyez, vous voyez par exemple, il y a toujours le drapeau de l'Union européenne qui est en tout, sur tous les plans. Donc, c'est pour dire que, en fait, je ne viens pas simplement pour la France, je viens pour l'Union européenne. Et si l'Union européenne décide que non, on ne veut plus que la France donne la main, tende la main peut-être au Mali ou alors au Burkina Faso, automatiquement, c'est parce que l'Union européenne en a décidé. Ainsi, la preuve, quand Barkhane est parti du Mali, on a constaté que même l'Allemagne a retiré les troupes, on a constaté que même d'autres pays de l'Europe, la Côte d'Ivoire, le Royaume-Uni, voilà, ont retiré les troupes. Pourquoi? Parce que, en fait, toutes les décisions viennent de l'Union européenne. Donc, aujourd'hui,
La France n'a qu'à dire ce qu'elle va dire aujourd'hui, mais il faut comprendre simplement que c'est aux Africains de décider avec qui marcher, même si c'est avec le diable, comme je dis tantôt, et que c'est pour une bonne cause. Je pense qu'aujourd'hui, tous les Africains vont pouvoir signer le pacte là avec le diable pour pouvoir évoluer. Merci, Komabité Kouichou. Lors de sa visite à Abidjan, Catherine Colonna, ministre française des Affaires étrangères, a exhorté la population ivoirienne à ne pas se laisser manipuler par la propagande russe qui nourrit un sentiment anti-français en Afrique. Est-ce que la France n'est pas elle-même responsable de ce détachement avec certains pays africains ou alors de ce sentiment anti-français même? Pourquoi mettre la Russie devant? Alors, pourquoi mettre la Russie devant? Ça va au plus haut du sommet de l'État français. Hein. Je crois que même lors de sa dernière visite tournée africaine, Emmanuel Macron ne mâche pas ses mots quant à accuser à chaque fois la Russie et particulièrement le groupe militaire Wagner de ce qui se passe en Afrique aujourd'hui. Donc, Catherine Colonna, qui va simplement à la suite de son chef d'État, de son président Emmanuel Macron, d'ailleurs il faut le dire, c'est son premier déplacement officiel en Afrique. Oui. Elle était de sortie avec le président Macron lors de sa tournée africaine. Elle était également de sortie avec le ministre des Armées française au Niger dernièrement, mais pour sa première visite, elle fait le choix de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas un choix anodin et elle l'a d'ailleurs fait savoir pour avoir eu quelques éléments d'un entretien qu'elle a accordé. On n'a pas remarqué ce sentiment anti-français en Côte d'Ivoire. Justement, elle l'a dit, parce que je dis, j'ai pu suivre de bout en bout un entretien qu'elle a accordé, et c'est d'ailleurs toujours sur le site gouvernemental, France Diplomatie. Et dans cet entretien, à la question de savoir pourquoi la Côte d'Ivoire, elle a dit c'est un choix de cœur et de raison. Et là, je cite, fin de citation, c'est un choix de cœur et de raison. Il y a encore près de 20 000 Français qui vivent sur le territoire ivoirien. On estime la France est le premier investisseur encore aujourd'hui du côté de la Côte d'Ivoire. On estime également à près de 100 000 Ivoiriens qui vivent du côté de la France. Donc, un choix de cœur et de raison. Et où mieux qu'un pays où elle est bien accueillie pour justement... De cœur surtout. Comment... De raison. Pourquoi? Parce qu'en réalité... De raison parce que mathématiquement, on ne peut plus clair qu'elle n'aura pas d'hostilité en Côte d'Ivoire. Et c'est le lieu le mieux placé justement pour envoyer des messages. Et le message justement envoyé, et elle l'a fait savoir de vive voix, c'était que les jeunes sont manipulés en Afrique. Et là, je la cite dans ses propos, du moins je la paraphrase, tant qu'à dire que elle ne nie pas qu'il y a un sentiment anti-français, mais elle estime que c'est une démarche qui est instrumentalisée par qui? Justement, une fois de plus, elle accuse la Russie. Et de par ces mots, elle accuse le fait qu'il y ait des faux comptes qui sont créés, soi-disant, sur les réseaux sociaux, pour essayer d'abrutir, selon elle, une jeunesse africaine qui pourtant simplement est en train de se réveiller. Et elle estime même que dans la démarche désormais de la France, il sera question de lutter contre les fake news. Et d'enseigner, ou du moins d'envoyer la bonne... J'ai envie de dire la bonne nouvelle, non, c'est pas la bonne. Et d'enseigner ou du moins de donner la bonne information aux jeunes. Et on peut voir lors de ces différentes sorties en Côte d'Ivoire qu'effectivement elle est passée des paroles aux actes, parce que c'est des associations de jeunes, ou du moins des jeunes leaders d'opinion dans certains groupes qui ont été réunis, quant à leur faire passer des messages, à faire comprendre que, écoutez, ce que vous voyez dans les autres pays aujourd'hui, en fait, c'est pas vrai. Ne vous laissez pas manipuler. On a l'impression carrément que c'est un jeu inverse qui est fait. Parce que de l'autre côté, on a plutôt, effectivement, on a des jeunes... C'est elle qui est en train de vouloir manipuler quand on regarde. Donc, qui suivent une démarche quant à défendre leurs valeurs propres. Et du côté de la Côte d'Ivoire, on a une ministre française qui arrive, qui réunit les jeunes quant à dire ne suivez pas l'exemple des autres, parce que, voilà, écoutez ce que moi je vous dis, de l'autre côté, ils sont instrumentalisés. Surtout qu'elle a qualifié cette jeunesse d'ambitieuse et de talentueuse. Voilà, donc il faut un peu caresser dans le sens du poil. De son côté. Elle caresse dans le sens du poil, elle envoie le message quant à dire
allez et propagez la bonne nouvelle que je vous ai apportée. C'est une fin stratège à Catherine Colonna. Donc, le choix de la Côte d'Ivoire, c'était simplement pour envoyer ces messages. Et dans des entretiens qu'elle a accordés, elle est clairement revenue sur le fait qu'il y a une fraternité, il y a une coopération agissante entre la France et la Côte d'Ivoire, et que voilà, la France a tout un amour, mais alors infini pour la Côte d'Ivoire. Elle a également salué l'émergence de la Côte d'Ivoire. Elle est revenue sur les différents partenariats entre la Côte d'Ivoire et la France, notamment sur le plan économique, sur le plan même de la formation, parce qu'il faut dire quand même que cet institut international de lutte contre le djihadisme qui est installé en Côte d'Ivoire forme, ou du moins a déjà formé jusqu'ici près de 900 Ivoiriens censés lutter contre le djihadisme par eux-mêmes, comme pour dire, voilà, en Côte d'Ivoire, où on est bien accueillis, nous au moins on arrive à implémenter ce qui est bien. Si les autres pays comme le Mali nous laissaient faire, il va sans dire qu'on aurait fait aussi ce qu'on fait d'aussi bien chez vous. Voilà, donc c'est un voyage de propagande. Il n'y a pas à chercher midi 14h, c'est un voyage de propagande de Catherine Colonna. Et pour envoyer des messages propagandistes, il faut déjà être dans un terrain qui est propice à vous écouter. Parce qu'on n'envoie pas des messages de propagande, ou du moins on ne transmet pas un message à quelqu'un qui ne veut même pas vous entendre. Et d'autres pays auraient été très mal choisis, d'autres pays où notamment effectivement il y a... Maintenant on comprend le choix de la Côte d'Ivoire. Voilà, on comprend mieux. Elle l'a dit par ses mots, c'est un choix de cœur et de raison. Le cœur, bon, il est question de rappeler combien on vous aime. Elle a rencontré le ministre de la Défense, ivoirien, le frère d'ailleurs d'Alassane Ouattara, c'est Brina Ouattara, et également son homologue des affaires étrangères du côté de la Côte d'Ivoire. Donc clairement, tout a été pensé au millimètre près, de sorte à envoyer un message, ou du moins dans un contexte qui est aussi tumultueux pour la France, qu'il y ait au moins ces images de sympathie, de cohésion avec des jeunes Africains, avec l'élite politique africaine, mais bon, sauf qu'on va appeler ça africaine, mais il faut préciser que c'est ivoirienne. Et au jamais la Côte d'Ivoire ne va parler pour le reste de l'Afrique, ou pour le reste même de l'Afrique de l'Ouest, parce qu'il faut le dire même que cette Côte d'Ivoire est aujourd'hui dans un climat délétère avec certains pays voisins, avec certains pays voisins. Donc, Madame Colonna, il n'est pas question de prendre l'exemple ivoirien pour le généraliser et arriver à la conclusion de ce que on est bien aimé, vous voyez. Il faut le dire, hein, Kouetchou, pour ajouter un peu de l'eau à votre moulin. Quand elle parle de sentiment anti-français, en réalité, c'est pas que l'Afrique aujourd'hui dénonce un sentiment anti-français. Non, là, loin de là. L'Afrique qui veut se détacher le véritable problème, en fait, c'est pas que c'est un sentiment anti-français, c'est contre le gouvernement français. Parce que là, elle veut nous prendre au jeu des mots. Parce que là, il faut le dire. C'est pas qu'on n'a rien à voir avec, on n'a rien vraiment contre les Français en général, mais l'Afrique aujourd'hui a un sérieux problème avec le gouvernement français, c'est-à-dire les dirigeants français qui pensent pouvoir endiguer l'esprit africain, c'est-à-dire ils pensent pouvoir manipuler, pour être plus exact, l'esprit de paternalisme, l'esprit des Africains. Parce qu'à un moment donné, et quand l'Afrique se réveille, on va dire que non, c'est plutôt l'Afrique en train de se faire manipuler par la Russie. Moi, j'aimerais bien envie de poser la question que, mais quand la France était en train de manipuler l'Afrique, à cet instant, là, il n'y avait pas de manipulation, ou alors là, c'était juste des relations étroites entre l'Afrique et la France, ou alors entre l'Afrique et l'Union européenne. Ça, c'est une point d'interrogation. Ça, c'est un point d'interrogation, autant pour moi. Mais maintenant, quand on revient au niveau des relations entre l'Afrique et la France, on a constaté qu'elle s'est détériorée parce qu'à un moment donné, la France a voulu montrer, ou alors la France, comme on dit généralement chez nous, que la France a voulu penser qu'elle était trop intelligente. Mais en réalité, et maintenant, elle se retrouve en train de vouloir changer les stratégies d'approche. Parce que le président Macron a dit qu'on lui donne 6 mois pour revoir la stratégie. Justement parce que si on fait le ratio aujourd'hui, on va se rendre compte que la France n'a plus beaucoup de pays en Afrique.
on va regarder peut-être au niveau de l'Afrique, peut-être un peu du Nord, on va se rendre compte que même le Madagascar, qui est un peu à l'extrémité de l'Afrique du Sud, on va se rendre compte que même là-bas, le président voilà, il n'est plus trop avec la France, il est en train de vouloir signer les conventions avec la Russie, ou alors il est en train de signer les conventions avec la Russie. On va regarder le côté du Burkina Faso, les choses sont en train de se bouger là-bas, de ce côté-là. On va regarder en Centrafrique, c'est pratiquement déjà peut-être à 75%. On va regarder, donc, et on va se rendre compte que la France reste simplement avec quelques pays, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire et le Niger aujourd'hui, qu'on peut encore, peut-être encore un peu les pays maghrébins, là, peut-être encore, mais on se rend compte que la France est en train de perdre. Et automatiquement, comme la France est en train de perdre en popularité, la France aussi est en train de perdre économiquement. Parce que là, on ne va jamais cesser de le dire. Aujourd'hui, on décide de donner de l'argent au Niger, pratiquement, on parle de 31,4 milliards d'euros au Niger. C'est-à-dire allant de 2022 à 2020, je crois 25 ou 26. Alors qu'il y a les Français qui meurent de faim de côté, qui n'ont pas d'emploi et qui manquent de tout en fait. Merci Koumabité. On a quelques messages sur notre page, mais avant de prendre ces messages, avant de lire ces messages, on va s'intéresser à l'info du jour et c'est une histoire de Koumabité. Merci Emamoto. Aujourd'hui, on va parler, comme à l'entame de notre émission, on a dit, on allait parler donc, puisque nous sommes une chaîne panafricaine, alors on parle aujourd'hui du Pan African Award qui se tient donc au Cameroun, dans la capitale économique du Cameroun, c'est-à-dire Douala. Et là où donc les cerveaux, je peux l'appeler ainsi, les cerveaux donc africains, c'est-à-dire les cerveaux, les savants africains essaient donc de se réunir pour essayer d'échanger avec l'opinion publique sur ce qui est exactement, que signifie exactement le panafricanisme et revenir donc sur cette actualité et essayer d'édifier donc les Africains à mieux comprendre donc cette théorie, ce principe, cette idéologie, parce que là on parle d'idéologie quand même. Et avant de continuer donc, dans ce sens-là, on va regarder simplement une image, une vidéo, ou alors qui sera donc diffusée à la réalisation, et on va écouter donc le responsable, le promoteur de cet événement. Il s'agit bien évidemment de Monsieur Polela. Donc nous allons regarder et après on va revenir. Les Pan African Awards, c'est une action qui vise justement à fédérer les compétences, à fédérer les bonnes volontés, tous ceux et celles qui travaillent au rayonnement de l'Afrique, à la restauration de la vérité historique, à la réappropriation de notre authenticité culturelle en vue d'atteindre l'indépendance économique et la liberté politique que nous appelons de tous nos voeux. Et les Pan African Awards, loin d'être une démarche de concurrence ou de compétition, visent à encourager tous ceux qui, comme je l'ai dit déjà, travaillent au rayonnement de l'Afrique et tous ceux qui permettent que les Africains aient des consciences de plus en plus éveillées et sortent justement des carcans, des mensonges multiséculaires qui laissent croire que l'Afrique n'a rien apporté à l'histoire, n'a rien apporté à l'humanité. Et donc les articulations principales de ce grand événement panafricain qui se retrouve à sa deuxième édition sont notamment la foire d'exposition dans le cadre de la semaine panafricaine, où vous aurez du 10 au 16 décembre à la maison du parti de Bonanjo, ça a commencé aujourd'hui comme vous pouvez le constater, des expositions de produits et services 100% africains pour justement valoriser nos patrimoines culturels et économiques. Et il y aura également des animations et aussi et peut-être surtout des conférences dans le sens justement de l'éducation avec des panélistes connus qui viennent d'ici et d'ailleurs sur des thématiques diverses, de la tradition à la spiritualité africaine en passant par les sciences, la technologie, l'économie et toutes sortes de thématiques qui visent justement à nous édifier mutuellement. Le deuxième élément, la deuxième articulation la plus importante
de cet événement des Pan-African Awards. Ce sera la soirée du 16 décembre à partir de 20 h à la place Saint-David de Bonanjo. Et ce sera la grande soirée de récompense avec plus de 1500 invités attendus qui recevront des prix, non pas de façon folklorique, juste pour le fun ou pour les festivités, mais pour s'encourager mutuellement et faire en sorte que les Africains se souviennent que les héros des autres, les modèles des autres ne sont pas les leurs et que nous devons valoriser nos propres héros et avoir nos propres références selon le prisme de nos propres réalités et de nos priorités. Et enfin, l'actualité oblige, nous avons perdu un très grand homme, l'illustre et désormais regretté Kalala Omotunde, qui nous a quittés il y a quelques semaines et qui était un apôtre justement du travail d'éveil des consciences dans le monde. Nous le pleurons, mais nous sommes contents parce qu'il a légué, il nous lègue un héritage immense en termes au moins de littérature et bien plus. Et le 17 décembre 2022, ici à la maison du parti même, à partir de 15 h, il sera rendu un hommage vibrant à ce très grand homme, comme il le mérite, avec des témoignages, avec des scènes d'action traditionnelles, avec des condoléances, avec un livre qui sera ouvert à cet effet, et avec toutes sortes d'animations qui vont dans le sens d'accompagner notre frère dans cette autre dimension auprès de nos ancêtres méritants, pour lesquels on a une estime incommensurable et sur les pas desquels nous nous inscrivons en fait pour marcher et faire au moins aussi bien qu'eux. Voilà, c'était donc le passage donc de Paul Ela, le promoteur donc de cet événement, et on vous le rappelle que le thème de cet événement, il s'agit bien évidemment du questionnement du rôle, le questionnement donc du rôle de la communauté internationale dans les crises africaines, c'est-à-dire Côte d'Ivoire, Libye, Centrafrique et bien évidemment le Mali. Mais vous avez donc suivi Monsieur Paul Ela, j'appelle Monsieur parce que c'est un monsieur qui a donc essayé d'expliquer en réalité ce que signifie en fait le panafricanisme ou alors Pan-African Award, et vous avez vous-même écouté donc c'est cet extrait où il invite donc tous les Africains de participer massivement à l'éveil donc de cette conscience-là, l'éveil de la conscience africaine, même si les gens vont penser que c'est un sentiment peut-être anti, je ne sais pas trop quoi, mais de toutes les façons, on va revenir sur une deuxième vidéo. Cette vidéo maintenant, il s'agit donc d'un entretien avec donc Monsieur Serge Espoir Matomba, qui est donc le premier secrétaire du PUS, et puis après on va revenir. Justement, comme les Africains, et arrêter d'imiter les choses qui viennent. C'est le début de toute chose. Vous savez, lorsqu'on parle de rupture, on parle de rupture de tout un système qui nous a été imposé. Si vous vous souvenez, il y a quelques années, j'ai longuement insisté sur la refondation de notre système éducatif. Parce qu'en réalité, le problème, au Cameroun comme en Afrique, se trouve dans le système éducatif. Il a été détruit expressement pour que nous devenions ce que nous sommes aujourd'hui. Donc il faut recommencer à la base. Peut-être il faudra rappeler à ceux qui sont encore devant, ou même à nos enfants, que même la langue de l'apprentissage, pour que nos parents ou nos aînés puissent parler le français, on parle de nos parents. C'est-à-dire qu'on vous oblige non seulement à aller à l'école, mais si vous allez à l'école et vous exprimez en langue maternelle, on prend votre papa ou votre maman, on passe publiquement pour vous dire sur les parents là qu'il faut utiliser. Peut-être qu'il faut appeler cela. Pour que les gens comprennent qu'on a réussi, n'est-ce pas, à nous imposer ce que nous avons aujourd'hui comme là, ce que je qualifie toujours de l'ère coloniale, pour lesquelles aujourd'hui, malheureusement, nous nous battons. Sans comprendre qu'en réalité, c'était là la cause d'une substance de tout ça. Donc il faut repartir à la refondation de notre système éducatif. Il faut le repenser conformément à nos valeurs. Vous voyez la Coupe du Monde qui est en train de se dérouler au Qatar est un exemple parfait.
Ils ont dit, conformément à leur culture, ils ne veulent pas ceci pendant la Coupe du Monde, c'est ce qui se passe. Ils ne veulent pas l'histoire de LGBT et d'autres là, ils ne font pas ça. Conformément à leur culture, quand on regarde la Chine aujourd'hui, l'Inde, et bien la Corée du Sud, comment est-ce que ces pays se sont mis sur la voie du développement? Ils se sont renfermés. Il y a une révolution culturelle d'abord chez eux. Et c'est ce qui nous manque. Nous devons recommencer par là. La révolution culturelle. Rompre avec ce qu'on nous a présenté qui aujourd'hui a permis l'inversion des valeurs. Parce qu'aujourd'hui, voyez-vous, qui est tellement important dans notre société. C'est celui malheureusement qui a plusieurs maisons, plusieurs villas, plusieurs voitures. L'inversion des valeurs. Et comment fait-on pour avoir plusieurs maisons, plusieurs voitures? On va obligé de nous comporter malheureusement comme eux. Parce qu'il faudra que l'on le respecte pour ce que nous savons, pas pour ce que nous sommes. Et cette inversion de valeur, donc, nous devons travailler dessus. Et ça partira donc d'où la reconnaissance du système éducatif. Parce que nous avons aussi besoin d'avoir, si vous voulez, une armée forte qui construit l'armée, selon vous. Est-ce que nous allons nous appuyer sur cela pour que nous puissions demain avoir une puissance africaine militaire? La réponse est non. Nous avons besoin des équipes qui doivent sortir de nos États, qui doivent sortir. Nous avons besoin des hommes qui nous diront aujourd'hui nous avons des solutions pour la remontée. Et le professeur disait ici tout à l'heure, si nous ne sommes pas une puissance militaire, nous serons toujours à servir. Nous devons aller vers cela. Qu'est-ce qui nous empêche de devenir une puissance militaire? Rien du tout. Est-ce la connaissance? Je ne pense plus. Je crois que nous avons assez fait des constats qui sont d'ailleurs très amers, mais aujourd'hui nous devons avancer en nous disant, commençons par la base. Et la base c'est quoi? C'est la refondation de nos différents systèmes éducatifs. Parce qu'ils ont bien fait de nous donner, pour la plupart de nos États, des dirigeants qui ont été formés dans leurs écoles. Et ces dirigeants ne peuvent que servir leurs intérêts. Prenez par exemple, aujourd'hui, les références sont lesquelles? J'ai été formé à l'État de Paris, j'ai été formé à Pékin. Nous prenons nos enfants, nous les envoyons dans leur système. Prenez un exemple simple, monsieur Boss. Chaque parent qui a pour un de 3 ans dépense en moyenne 5 millions de francs par an. Ça, c'est seulement pour l'école. On n'a pas parlé de la nutrition. Sinon, il y a 10 millions par an et par enfant. Donc, je me suis amusé à faire un calcul idiot. Lorsque un président français est arrivé ici, François Hollande, il a dit en France, nous avons 95 000 étudiants camerounais. 95 000 étudiants français. Bon. Et dit, il ne faut pas un an. Il a un minimum de 3 ans, voire 5 ans. Faites donc ce calcul et vous aurez un chiffre terrible. De ce que nous prenons dans notre économie, observez notre économie, mais ce que nous prenons à nos enfants, une éducation, ma foi, qui ne va pas servir la nation. Parce que après, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on revient? Elles qui sont prêts à se réadapter à notre système, la réponse est non. Ils apprennent pour quel type de système? Pour continuer de pérenniser le système dans lequel nous sommes. Nos valeurs sont où? Nos cultures sont où? Notre médecine est où? Ce sont les mêmes qui nous ont dit pendant la Covid que l'Organisation mondiale de la santé a dit ceci. Si elle dit ceci, ça veut dire que c'est ce qui marche. Lorsque nous avons passé le temps à dire valorisons notre pharmacopée, mettons en réserve notre pharmacopée, les 14 étaient prévus, avaient été annoncés pour la faire. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ceux qui ont réalisé la médecine, aujourd'hui sont plus malades que nous. Pas seulement dans le cadre de l'hôpital, mais dans plusieurs autres maladies. Ça veut dire que nous avons des solutions que nous devons mettre en profit. Les solutions sont là, elles sont pratiquement toutes trouvées. Comment les mettre en musique? C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Si nous ne faisons pas non seulement de l'auto-optimisation, mais nous décidons de nous détruire nous-mêmes en
commençant par nous dire, ah, c'est pas possible. Nous sommes allés plus loin. Lorsqu'on nous arrivons, nous parlons, on dit, on va faire comment? On a expliqué on va faire comment? On va faire comment alors? Ça veut dire qu'en fait, nous nous disons que nous n'avons pas de solution pour la solution-là. Elle se trouve dans notre système éducatif. Nous devons terminer avec tout ce qu'il y a à l'école coloniale, toutes les administrations qu'ils ont amenées. Repenser l'Afrique conformément à notre environnement et à nos sources et coutumes. C'est possible de le faire. Là-bas, ils sont venus apprendre, pour prendre l'exemple du Cameroun, comment ça se passe, comment est-ce que comment est-ce que la loi fonctionne, ça s'est appris au Cameroun. Les Européens ont appris comment est-ce que la loi fonctionne au Cameroun. Ça, c'est des choses que nous ne savons pas. Pour les Européens, nous ne savons pas. Mais l'histoire nous apprend cela. Donc il faut repartir à la base. La fondation du système éducatif est la première des choses. La rupture. Et nous devons nous mettre dans cette position de soutien stratégique de l'Afrique. En évidemment, soutenant déjà ceux qui commencent le combat. Parce que ce n'est pas un combat facile. Comme nos soldats, ceux disant, lorsque vous dites à quelqu'un, ah, je ne suis pas africaniste, vous n'avez rien à faire. C'est quoi le combat africaniste? Vous me dites, je pense l'Afrique autrement, et vous dites, ça c'est vous. Donc, c'est pour dire que la première solution reste et demeure, selon moi, dans le système éducatif que nous devons reformer, pas reformer. C'était donc là l'intervention du premier secrétaire du PURS, Serge Espoir Matomba, qui revenait donc sur l'essence même du panafricanisme et expliquer en réalité ce que le jeune Africain aujourd'hui devrait retenir en réalité, comprendre le panafricanisme et essayer de vivre comme un bon panafricain. Mesdames et messieurs, c'était l'information du jour et on rappelle simplement que le Pan-African Award continue donc, ça a commencé samedi le 10 décembre et s'achève donc le 16 décembre prochain. Donc pour tous ceux qui sont donc intéressés peuvent toujours suivre donc cette actualité de bout en bout. Il s'agit bien évidemment de se retrouver, si vous êtes au Cameroun bien évidemment, et beaucoup plus à Douala, capitale économique du Cameroun, bien vouloir se retourner donc de ce côté-là du quartier Bonanjo, voilà, au lieu dit salle je crois maison du parti, voilà, maison du parti. Alors, Emma Mouto, c'était tout donc pour l'information du jour. Je pense que demain on va revenir sur un autre sujet, voilà, une autre information, mais d'ici à là, mesdames et messieurs, restez simplement connectés. Merci Koumabité, merci de nous avoir plongé dans ce grand événement, le Pan-African Award qui se poursuit, tu l'as dit, jusqu'au 16 décembre prochain et tous les journalistes de 4U Media Africa se mobiliseront de ce côté-là pour suivre tous les débats ou alors pour modérer tous les différents débats avec des différents panélistes. On ne parle pas que du panafricanisme au Pan-African World. Il y a de l'animation, il y a des projections cinématographiques, il y a des expositions. Donc pour ceux qui veulent également faire des achats, il y a des différents produits africains qui se vendent de ce côté-là. Donc c'est un lieu vraiment impeccable pour tout. Il y a les locaux. Pardon? Il y a aussi les mélocaux. Effectivement, tout ce qui concerne l'Afrique se trouve de ce côté. Merci Koumabité. Merci à toi également. Peut-être demain, on va revenir avec d'autres informations de ce grand événement, le Pan-African Award. On s'intéresse maintenant aux unes du jour et c'est une histoire de Dame Kwechu. Bienvenue donc à notre tour d'horizon des unes africaines et pour ce lundi et pour cette première donc de la semaine, on va faire cap vers le Cameroun. On va faire donc cap vers le Cameroun avec une spécialement consacrée donc à ce petit pays d'Afrique centrale. On va commencer avec le quotidien L'économie de ce matin et s'intéresser à une actualité qui touche au plus haut point l'Afrique, notamment le sommet, le deuxième sommet des dirigeants
hein, États-Unis-Afrique. Alors, le quotidien L'économie qui titre ce matin, donc Cameroun-États-Unis, nouveau départ pour une diplomatie apaisée. À l'invitation du président américain Joe Biden, le président camerounais Paul Biya, président donc de la République, a quitté Yaoundé, c'était vendredi dernier, pour prendre part à ce sommet donc des dirigeants et la question économique étant au centre des intérêts. Le quotidien L'économie s'intéresse donc ce matin à quelles seront les cartes à jouer pour le Cameroun lors de cette rencontre. Après le quotidien L'économie, je vous le dis, on reste au Cameroun encore ce matin, notamment pour prendre le journal à capitaux publics, Cameroun Tribune. Deuxième sommet des États-Unis-Afrique, deuxième sommet États-Unis-Afrique, Paul Biya à Washington. Le quotidien à capitaux publics camerounais revient donc sur l'invitation du président Paul Biya par son homologue américain Joe Biden, le président de la République, accompagné donc de la première dame, accompagné de Chantal Biya, est arrivé samedi dernier dans la capitale fédérale américaine pour prendre part aux travaux qui s'ouvrent, qui se sont ouverts dimanche et qui ont été lancés depuis le week-end et qui donc officiellement démarreront ce mardi. Et le couple présidentiel a été chaleureusement accueilli par des compatriotes enthousiasmés bien sûr de rencontrer leur président, selon le journal, qui revient sur un reportage des envoyés spéciaux du Cameroun Tribune du côté de Washington, qui donne déjà le pouls de cet événement qui s'annonce haut en couleur et qui déjà continue de faire du remous. Voilà. Après Cameroun Tribune, on s'intéresse à la même actualité, cette fois-ci traitée par le journal Confidentiel au Cameroun, sommet Afrique-États-Unis, les attentes de Paul Biya. Le chef de l'État camerounais est arrivé aux États-Unis, ça on le sait, et le 11 décembre dernier, c'était donc hier, dans un contexte particulier marqué par l'inculpation notamment de 3 Américains d'origine camerounaise par un grand jury fédéral de l'État du Missouri pour association de malfaiteurs en vue de fournir un soutien matériel à des enlèvements et à l'usage d'armes de destruction massive dans un pays étranger. Voilà, un véritable soutien dans la guerre qui secoue donc les régions anglophones du Cameroun. C'est donc l'angle choisi par le journal Confidentiel au Cameroun pour s'intéresser à cette actualité sommet Afrique-États-Unis. Quelle sera finalement la discussion du président camerounais face au président américain concernant notamment cette affaire de ces Camerounais qui ont été arrêtés aux États-Unis et supposément soutien notamment en armes de ce conflit qui sévit encore au Cameroun dans le nord et le sud-ouest. Voilà, la suite de notre une du jour, c'est avec le quotidien Le Jour au Cameroun. Affaire Amogo Beninga contre cadre de la DGI. Vision 4 a reçu 36 milliards de trésor entre 2017 et 2020. Voilà, une affaire concernant bien sûr le promoteur d'une chaîne de télévision au Cameroun qui suscite beaucoup de remous, voilà, et forcément qui le met face au cadre de la DGI, la Direction Générale donc des Impôts, et la charge d'une accusée à l'audience de vendredi dernier dans le procès intégré par le PDG du groupe Média contre 8 inspecteurs de la Direction Générale donc des Impôts. Quel est le dernier rebondissement concernant cette affaire? Un homme aux mille facettes et finalement habitué de quelques scandales au Cameroun, Amogo Beninga, qui se retrouve donc une fois de plus au centre de cette affaire on ne peut plus scabreuse. Pour sortir de notre tour des unes, spécialement consacré au Cameroun ce matin, eh bien on s'intéresse au quotidien Le Messager qui a comme message pour nous ce matin
le faux départ de la transparence à la Fédération camerounaise d'athlétisme, accusée notamment de torpiller les textes au profit du bureau sortant dont elle est l'émanation. La commission électorale indépendante dirigée par le colonel Didier Sipa sur le grill, estime notamment le quotidien Le Messager, une autre affaire de scandale donc dans le sport camerounais, notamment dans la Fédération camerounaise d'athlétisme. En tout cas, vous aurez bien sûr davantage d'informations si vous rendez en kiosque, et je vous invite vivement à le faire au Cameroun pour avoir transparence, ou du moins plus d'amples informations concernant ces différents sujets d'actualité. Et sur ce, donc, moutons met fin à notre une du jour spécialement consacrée donc au Cameroun, et bien sûr avec cette affaire, du moins ce rendez-vous qui se veut quand même un rendez-vous africain au-delà des frontières africaines, cette fois-ci du côté de Washington, le grand sommet Afrique-États-Unis. De nombreux présidents africains s'y rendent. On a pu voir donc en image l'arrivée du président camerounais du côté de Washington, et de nombreuses délégations continuent d'ailleurs à rallier les États-Unis d'Amérique pour ce sommet qui se veut donc le deuxième du genre, mais le premier d'une aussi grande envergure compte tenu du contexte géopolitique mondial actuel. L'Afrique a sa part, ou du moins a sa carte à jouer désormais. On le sait, ce sommet a été initié quelques jours seulement après la tournée africaine d'Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, qui avait donc déjà tenu lors de ses déplacements, notamment en Afrique du Sud ou encore en République démocratique du Congo, bien fait de préciser que les États-Unis s'intéressent grandement à des collaborations, à des coopérations avec l'Afrique, et qu'il est de bon ton de poser des questions même économiques, écologiques et forcément politiques à l'Afrique qui prend encore ses distances, il faut le dire aujourd'hui, dans le contexte, dans le conflit russo-ukrainien, un conflit dans lequel les États-Unis ont très clairement pris parti pour l'Ukraine, et pour lequel finalement l'Afrique garde encore ses distances, si ce n'est même ne continue de nouer des collaborations avec la Russie qui est très clairement l'ennemi américain. Donc une question entre autres qui seront donc sur la table lors de ce sommet. États-Unis, Afrique, ou Afrique, États-Unis. Et on rappelle que pour cet événement, on rappelle simplement que For You Media est donc de ce côté-là, est représenté de ce côté-là. Et vous aurez donc la quintessence de l'actualité. Aussi se vit de ce côté-là. Washington DC. Voilà, d'ici à là. On va simplement rester des nôtres. Merci Kwechu, merci pour ces une du jour. On va rester avec toi peut-être pour sortir de cette émission avec l'image du jour. L'image du jour, c'est une histoire, une fois de plus, de Dame Kwechu. Alors l'image du jour, elle est tombée le week-end, c'était notamment samedi dernier, et vous aurez donc en image une femme, une chanteuse, là encore, peut-être à la fleur de l'âge, et peut-être que son visage ne dira a priori rien à la nouvelle génération, mais son nom certainement quelque chose. Elle s'appelait Tchalamwana, désormais de regretter mémoire vu qu'elle est décédée le week-end dernier. Donc la chanteuse congolaise qui est l'une des figures les plus emblématiques de la rumba congolaise, l'une de ses voix et de ses visages féminins qui se sont démarqués dans les années 90 en République démocratique du Congo, alors même que on en entendait des noms comme Koffi Olomide ou encore Papa Wemba. Bref, il n'y avait pas beaucoup de noms féminins dans cette cuvée-là. La rumba congolaise, qu'il faut le dire aujourd'hui, est reconnue comme patrimoine mondial immatériel à l'UNESCO. C'est dire l'importance de ce rythme musical, teinté donc de cette empreinte des Congolais. Et elle est décédée ce week-end et les hommages continuent donc de pleuvoir, tant de sa famille musicale que des fans. Elle qui décède à la soixantaine sonnée et dont on n'avait plus vraiment eu des nouvelles, mais forcément c'est une artiste et on le dit d'un artiste qu'il ne meurt jamais. Ses œuvres
continue et depuis le week-end d'ailleurs, si vous avez entendu des musiques de Tchala Moana ou du moins d'une chanteuse à la rumba congolaise, soyez-en sûrs qu'il s'agissait de Tchala Moana parce que les hommages continuent de pleuvoir à son endroit, vu que même aujourd'hui, quelques décennies plus tard, dans la rumba congolaise, il est peu de voix féminines qui montent au créneau et elle avait réussi à le faire dans les années 90 et vibrant hommage à elle, donc aujourd'hui dans notre une du jour, une personnalité très affirmée, il n'y a qu'à voir à son look qui rappelait une certaine Tina Turner du côté des États-Unis et c'était une espèce de Tina Turner africaine, voilà, elle n'est plus et puisse-t-elle reposer en paix et voilà pourquoi j'ai voulu qu'elle fasse aujourd'hui l'objet de notre image du jour. L'artiste ne meurt jamais, donc Tchala Moana restera gravé dans nos cœurs, dans nos mémoires, on ne cessera d'écouter ces belles ces belles mélodies, ces belles sonorités qui nous ont bercé, qui ont bercé notre enfance et qui continuent de nous bercer. Merci Kwetu. Et c'est avec vous que nous mettons un terme à cette première production de la semaine du programme On Remue l'actu sur les antennes de For You Media Africa. On n'a pas eu le temps de lire les messages qui sont apparus parce qu'il y en a eu. Donc demain, on vous promet de lire tous les messages qui vont apparaître durant l'émission. On vous retrouve demain avec un nouveau contenu. D'ici à là, portez-vous bien et passez une excellente journée sur nos antennes.